Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans l'émission Sport Planète, votre rendez-vous pour un sport plus éthique, plus vert, plus responsable. Le sommaire, sans plus attendre, de ce 20e numéro. Retraité des cours de tennis depuis plus de 5 ans, il n'en est jamais très loin depuis. Capitaine de Coupe Davis et de l'équipe de France olympique, il lance en parallèle Franjeu, une marque de vêtements de sport à base de plastique recyclé. Paul-Henri Mathieu est notre invité. La nouvelle promo des éco-aventuriers Sport Planète est connue. Ils sont 5 hommes et femmes engagés pour la planète à travers leur périple sportif. Ils veulent alerter, sensibiliser et faire bouger véritablement les lignes. Vorlet Fakri va nous raconter. Lui est marin et entrepreneur. Il est le fondateur du fonds de dotation Explore, dont l'objectif est de préserver la planète et les océans en pleine préparation d'une prochaine expédition. Roland Jourdain nous rejoindra à distance tout à l'heure. Merci d'ores et déjà à vous qui nous regardez d'être avec nous et à vous en plateau d'avoir répondu à notre invitation sur Sport en France pour ce 20e numéro déjà de Sport Planète. On va débuter avec vous, Paul-Henri Mathieu. Merci beaucoup d'être là. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop parler de tennis, de cette équipe de France de Coupe Davis ou des prochains Jeux, puisque je le disais, vous êtes capitaine de la délégation masculine. On va bien parler de Franjeu, cette marque que vous avez co-créée avec Thomas Uriez, une marque de vêtements de sport éco-responsable que l'on va pouvoir retrouver là d'ici une petite semaine. On y reviendra. Racontez-nous tout d'abord comment l'idée a fait son chemin. Alors, je crois que vous n'étiez pas encore tout à fait retraité. Non, c'était effectivement juste quelques semaines effectivement, après ma retraite sportive. Je m'étais rendu sur un tournoi exhibition à Romans-sur-Isère. Et une rencontre vraiment improbable avec Thomas Uriez, effectivement, qui m'a accosté en me disant « J'ai lancé une marque de jeans éco-responsable fabriquée en France, on est en train de lancer une sneakers, je voudrais bien te la présenter ». Et moi, je partais à la gare, donc je n'avais pas vraiment le temps effectivement d'échanger sur le moment avec lui. Et il m'a intrigué, donc je lui ai dit je peux revenir la semaine prochaine si tu veux visiter les locaux 1083. Donc j'y suis retourné la semaine d'après. Et j'ai beaucoup accroché avec ses valeurs, effectivement, de 1083, de ce qu'il était en train de faire. Et à la fin de notre discussion, à la fin de la journée, comme j'ai senti qu'il était sensible aussi au sport et à l'image que ça pouvait véhiculer, je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne crées pas de marque de vêtements de sport avec les mêmes valeurs ?» Et c'était le départ de Franjeu. Et il m'a dit « Pourquoi on ne la créait pas ensemble ?» Alors ça, c'est le récit de la belle histoire. Après, il faut que ça se mette en route. Néanmoins, est-ce qu'à un moment, soit dans votre carrière, soit après, vous avez eu cette conscience un peu éco-responsable? À quel moment ça vient? Alors c'est venu tard. C'est vrai que j'ai pas honte de dire que j'étais pas vraiment sensible sur le sujet parce que quand on pratique un sport de haut niveau, surtout comme le tennis, on est un peu dans une spirale infernale, dans une machine à laver qui ne s'arrête jamais. On est énormément en voyage. C'est vrai que j'avais des partenaires où je recevais un petit peu des vêtements à foison. Et vraiment, j'ai commencé à en prendre conscience quand j'ai rencontré Thomas et quand j'ai commencé à déménager, où j'ai vu tous les sacs entiers de vêtements neufs que j'avais chez moi, en me disant mais à quoi bon? Et quand j'ai commencé aussi à m'intéresser effectivement au savoir-faire français, le coût que ça représentait et le coût qu'on pouvait avoir sur des achats de vêtements qui ne venaient pas de chez nous, ça a ouvert ma conscience effectivement dans ce monde un petit peu éco-responsable. Ouais, se dire finalement qu'on consomme peut-être trop, beaucoup plus qu'on a besoin, et notamment quand on reçoit un nombre important de vêtements quand on est sportif de haut niveau. Alors cette marque, je le disais, elle va naître officiellement mercredi prochain, le 13 mars. Dites-nous un petit peu ce qu'elle sera. Alors on va faire effectivement un financement participatif sur Ulule, donc la date de lancement ça sera le 13 mars. On va avoir un vestiaire donc très restreint au départ avec donc chez les hommes un t-shirt qui sera un t-shirt sans couture, donc on appelle ça la technologie seamless. C'est quelque chose qui existait un petit peu partout sauf en France et on a eu la chance de rencontrer un confectionneur qui s'est muni de ces machines-là il y a quelques années, enfin il y a 2 ans exactement. Ensuite, donc chez les femmes, on aura donc un t-shirt également, une brassière et un legging. Voilà, donc c'est le vestiaire de départ. On a voulu apporter aussi un côté technique, effectivement, à ce premier vestiaire. Au tout départ, quand j'avais rencontré Thomas, donc il y a maintenant presque 6 ans, j'avais l'ambition et on avait l'ambition de lancer 10 produits au démarrage. Mais je me suis tout de suite rendu compte, moi qui ne venais pas du milieu, que 10 produits, c'était 10 projets différents. Donc voilà, on a un petit peu resserré tout ça et voilà, on est fiers de pouvoir enfin lancer le Franjeu la semaine prochaine. Alors en quoi ces produits-là
protègent la planète, ou en tout cas ne la détruisent pas? Alors, dès qu'on consomme, forcément, on la détruit un petit peu. Dès qu'on achète un produit, on la détruit un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est aller contre la surconsommation. Effectivement, aujourd'hui, on propose des produits qui sont très polyvalents. Aujourd'hui, effectivement, on voit des marques qui vendent des t-shirts pour aller courir, aller faire du yoga, aller faire du tennis, aller faire du foot. Je pense qu'on peut concevoir des produits qui sont très polyvalents et qui peuvent s'acclimater à plusieurs sports. C'est en tout cas ce qu'on veut faire avec nos premiers produits. Également aussi, bien évidemment, comme toutes les marques qui se lancent, c'est des marques éco-responsables qui fabriquent avec des matières recyclées, du fil recyclé. Mais surtout en fin de vie, on voudrait avoir effectivement une traçabilité complète sur le produit. Donc on aura un système de consigne qui sera inclus dans le prix. Et en fin de vie, on s'engage à remettre effectivement le produit sur un circuit. Donc le consommateur vous le renvoie et c'est vous qui recyclez. Et nous, on s'occupe du reste. Effectivement, on est en pourparlers avec des jeunes startups justement en France pour pouvoir séparer les fils et recréer un fil pour reconcevoir des produits. Petite réaction de Vorlette, parce que Vorlette, on va raconter votre histoire dans quelques instants. Je vous donne peut-être pas la parole au bon moment. Néanmoins, vous êtes une spécialiste justement de ces textiles, de tous ces produits qu'on utilise dans tous nos vêtements. Peut-être une petite réaction à ce que vient de dire Paul-Henri. Bravo déjà pour ce lancement. Je connais tout à fait 1083 qui fait un travail super depuis quelques années. En effet, le système de la consigne est assez intéressant, je trouve. Aujourd'hui, il y a ça ou la réparabilité infinie qui est, je suis désolée pour ma voix, qui est aussi assez répandue maintenant. La FUMA vient de la proposer. Voilà, je trouve ça aussi intéressant de travailler en seamless et sur les matériaux recyclés, évidemment, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés pour les vêtements sportifs. Même si, moi, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui, on a intérêt en tout cas à essayer de peut-être augmenter l'utilisation des fibres naturelles dans les vêtements sportifs sur certains vêtements, certains usages. Ça s'y prêterait et je pense que c'est aussi une piste à explorer qui serait beaucoup plus écologique peut-être que la fibre recyclée. En tout cas, ça dépend aussi d'où vient la fibre, mais c'est une piste intéressante. Ouais. Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord, je suis entièrement d'accord et c'est un rêve effectivement de pouvoir concevoir des produits avec des fibres et des matières naturelles dans un second temps. Et à un moment donné, effectivement, on doit lancer. Effectivement, on a pris ce choix-là de lancer ce premier vestiaire. Mais à terme, on a déjà commencé à regarder effectivement de concevoir des produits avec laine mérinos ou d'autres produits. Alors effectivement, après, il y a aussi un certain coût qui est derrière ces produits-là. Mais ça sera un rêve de pouvoir effectivement concevoir des produits, des vêtements sportifs en fibres naturelles. Aujourd'hui, quand on parle de vêtements sans couture, l'avantage, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'on n'a pas de chute de tissu, on n'a pas énormément de restes et finalement de déchets, puisque c'est un peu là-dessus qu'on veut jouer aussi. Oui, exactement. Il n'y a pas de déchets textiles, enfin de fil, ce qu'on appelle ça. On met les bobines effectivement et ensuite ça sort sur des tubes. Donc on utilise seulement la quantité nécessaire pour concevoir les produits. Donc effectivement, c'est très intéressant parce qu'on n'a aucune perte de tissu ou de fil. On doit parler de coûts aussi, quand on le disait tout à l'heure, parfois on voit des t-shirts à des prix dérisoires. Là, on est sur de la fabrication française avec un savoir-faire français. C'est forcément plus cher ? Oui, c'est forcément plus cher. J'avais pas forcément conscience du prix. C'est vrai qu'au départ, j'ai été un peu surpris et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la fast fashion, mais sur les produits qui sont effectivement vendus à très grande quantité aujourd'hui, en me disant mais comment c'est possible aujourd'hui de vendre un t-shirt à 3 ou 4 euros quand on sait qu'il y a un coût, effectivement. Il faut acheter le fil, il faut teindre le fil, le tisser. Ensuite, il y a des personnes qui confectionnent le produit. Ensuite, il faut l'emballer, l'envoyer. Donc voilà, tout ça a forcément un coût. Mais c'est toujours, je pense, agréable aussi de savoir qui est derrière le produit et d'avoir cette notion de transparence, c'est vraiment très important. On sent aujourd'hui que le consommateur est prêt à ça, à mettre un peu plus cher que sur un t-shirt quelconque, je dirais. Je ne peux pas répondre pour tout le monde. À titre personnel, oui. En tout cas, moi, je le suis. Et j'ai vraiment changé ma manière de consommer depuis que j'ai rencontré Thomas Herriès, depuis qu'on est en train de créer Franjeu. J'ai beaucoup moins d'achats compulsifs. Je ne dis pas que je suis passé d'un extrême à l'autre, mais je fais vraiment attention et je suis prêt effectivement à payer plus cher quand je connais la provenance du produit et quand je sais qui est derrière. Combien il faut compter pour un t-shirt de la marque Franjeu ? Alors le t-shirt de la marque Franjeu va se vendre à 59 €, dont 5 € de consigne.
5 € de consigne. Donc ça, c'est pour la partie... Qui est inclus dans les 59 €. La partie recyclage pour la vie suivante de ce produit. Notez bien la date, on est à 7 jours. 13 mars prochain, la campagne Ulule pour ce financement participatif. Précommandez finalement vos t-shirts, vos leggings et puis voilà, participer au lancement de cette marque Franjeu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul-Henri? C'est d'aller aux 10 pièces bientôt ou... L'objectif de la précommande, c'est 100 pièces pour pouvoir vraiment lancer la marque. Et effectivement, ensuite, si on va faire des recherches justement pour concevoir des produits en matière naturelle, ça serait faire 300-400 commandes pour pouvoir développer ces recherches-là. Vous allez écouter aussi le témoignage de Vorlet dans quelques instants qui s'intéresse particulièrement aux matériaux. Mais il est l'heure pour le moment de vous présenter l'invité du 6e numéro du podcast Vent debout, ce podcast militant dont on vous parle dans Sport Planète depuis quelques temps maintenant. Ce mois-ci, Clotilde Sauvage a donné la parole à Anne-Flore Marxer, la championne du monde de freeride. Ensemble, elles évoquent la médiatisation des sportives de haut niveau, médiatisation qu'elles jugent encore très déséquilibrée entre hommes et femmes. La rencontre a eu lieu à Cap-Breton. Extrait. À mes tout débuts de snowboardeuse, quand j'étais adolescente, les premiers événements auxquels j'ai participé, c'était des compétitions de big air. Où il m'arrivait de gagner des compétitions du côté des filles, avec la même figure que celui qui avait gagné du côté des hommes à un demi-tour près. Sur un big air notamment, le mec avait gagné avec un Rodeo Back 720, une tête en bas, 2 tours. Lui avait gagné un voyage à Hawaï. Et moi, j'avais gagné chez les filles sur le même saut. Moi, j'ai gagné un t-shirt. Et les exemples sont nombreux et quotidiens. On dit aux femmes comment s'habiller, on ne les paie pas pareil, on met leur corps en avant plutôt que leur performance, et on les exclut parfois des postes à responsabilité dans les fédérations françaises. Comment expliquer que le sport accuse encore un tel retard sur la société ? Quelles sont les conséquences pour les sportives et quels sont leurs moyens de lutter contre ces discriminations? Ce sont les questions que nous posons dans ce nouvel épisode intitulé « Plus qu'une paire de seins ». Un titre en référence à la lutte que notre invitée Anne-Flore Marxer a portée pour dénoncer le traitement médiatique qui lui a été fait. Ex-snowboardeuse et réalisatrice, elle a porté la question de la cause féministe tout au long de sa carrière de sportive. Nous sommes allés la voir à Cap-Breton, là où elle a troqué ses planches de snowboard pour des planches de surf. Je vous laisse découvrir un extrait de cet épisode et on se retrouve le mois prochain. Jusqu'à cette dernière compète, donc ma dernière compète en 2017, de nouveau à Verbier, où là, les femmes, exceptionnellement à Verbier, exceptionnellement on part en premier parce que les messieurs sont ensuite, eux, retransmis en live sur Red Bull TV. Nous, on est retransmis par personne. Mais vite, les femmes, il faut que ce soit évacué pour qu'on puisse savoir à telle heure le départ des hommes. Ce matin-là, le repérage, il se fait de nuit, puis après, on monte dans la cabine pour ensuite faire un truc tout à pied. On était toutes dans la cabine, donc de nuit, avec l'énorme pression, le titre de championne du monde en liste, etc. Et la cabine n'a pas avancé. La cabine est restée sur place pendant vraiment très longtemps. Et on s'est fait hurler dessus par le staff qui donnait le départ, au point où moi je partais en position numéro 3. Mais numéro 1 et numéro 2, elles jouaient le titre de championne du monde. En freeride, on risque sa vie, surtout sur le bec des roses. Et bien là, le mec lui hurlait dessus, elle n'a pas eu le droit, enfin en tout cas, elle est partie pour son run, les boots pas attachés. Moi, quand j'ai vu ça, il y a vraiment eu un déclic qu'il était hors de question que je continue à évoluer dans un milieu aussi sexiste, que c'en était au point de risquer sa vie. Anne-Flore Marxer au menu de Vent debout à retrouver sur toutes les plateformes. On va maintenant s'intéresser à l'histoire de Vorlet. C'est l'heure du Zoom Éco. Et ce mois-ci, dans le Zoom Éco, on va donc vous présenter la nouvelle promo des éco-aventuriers Sport Planète Maïf, dont vous faites partie, Vorlet Fakri. Merci d'être avec nous. Alors, comme une trentaine d'autres candidats, vous avez répondu à un appel à projet à l'automne dernier. Votre idée a séduit les équipes de Maïf. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense c'est de parler justement de ce sujet de l'écologie dans l'industrie de la mode et des textiles, et donc de nos vêtements que nous portons tous au quotidien. J'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle peut-être pas assez. Voilà.
Alors, dites-nous un petit peu comment vous allez matérialiser tout ça et faire parler de cette cause, puisque qui dit éco-aventurière dit aventure quand même un peu. Alors, ça va être quoi pour vous? Exactement. Eh bien, moi, je vais parcourir 2 régions, le Sud et les Alpes en vélo, en 2 fois 3 semaines, en autonomie totale, vélo gravel probablement. Et je vais rencontrer sur mon chemin des acteurs industriels et artisanaux de l'industrie textile française, documenter leur travail et sensibiliser par les médias et par des interventions des publics à l'impact environnemental des vêtements. Voilà, donc il y aura peut-être des rencontres à faire pour les prochains vêtements de Frangeux. Donc le premier voyage de Fort-Calquier à l'Ariège de mi-mai à début juin toute seule, et le deuxième dans les Alpes cet automne. C'est ça, exactement. Alors dites-nous un petit peu, là, pendant ces 800 km en 3 semaines, quel type d'artisans vous allez aller voir? Est-ce que vous avez déjà un peu cherché qui vous alliez rencontrer? Oui, eh bien, il y en a pas mal d'artisans et industriels que je connais, ou certains aussi avec lesquels j'ai déjà travaillé par ailleurs. Il va s'agir bien de plein de... Comment dire, ils travaillent sur plein de choses différentes, mais toutes évidemment reliées. Des filateurs, je vais aller voir la filature du parc, je vais aller voir les ateliers Toffery qui sont la plus vieille fabrique de jeans française. Je vais aussi également aller voir Sandrine Rosier, une artisane qui travaille sur la teinture naturelle d'indigo en particulier. Je vais aussi essayer de rencontrer une filature de laine paysanne. C'est une coopérative de laine en fait qui travaille avec beaucoup de gens du coin pour pouvoir créer des collections de laine écrue locale. Voilà, il y en a tout un tas. Au niveau des Alpes, il y aura aussi Goodlook probablement qui travaille à la réparation de vêtements techniques. La Fuma qui a lancé son programme de réparation affinée de vêtements. Je peux encore en citer beaucoup. Voilà, un périple au gré de ces rencontres. Ce sujet, vous l'avez choisi comment? C'est votre terrain de jeu habituel? Oui, c'est vraiment mon sujet de prédilection. C'est ce à quoi je me dédie professionnellement depuis quelques années déjà, et c'est vraiment ce qui me passionne. Moi, je suis absolument passionnée de textile et de mode, et je souhaite voir ce milieu s'aligner avec mes valeurs écologiques, et je souhaite également voir l'industrie textile française renaître de ses cendres, et ce qui va également grandement aider à la réduction d'impact écologique de cette industrie. Quand on parle d'industrie, on a à la fois des marques type Frangeux, j'ai pas peur de le dire, des petites marques avec peu de matière, peu de pièces, et puis des géants aussi qu'il faut aller un peu, alors même s'ils sont un peu plus sensibles de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de boulot chez les grandes marques, non? C'est ça. Et bien en fait, le problème majoritaire aujourd'hui dans la mode, c'est vraiment les volumes qui ont plus que doublé en 20 ans depuis les années 90. En fait, on a vécu une totale délocalisation de la production vers des pays aux normes environnementales et aux normes concernant le droit du travail qui sont vraiment beaucoup moins strictes que nous. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a une flopée. En fait, aujourd'hui, on produit 100 milliards de vêtements par an. C'est le double de ce qu'on produisait dans les années 2000. Des vêtements qui sont donc à un Et sans doute le double de ce dont on a besoin. Tout à fait. Et d'ailleurs, notre consommation a également doublé. Et en fait, ces produits sont à un bas coût économique, mais ont un coût social et environnemental absolument énorme. Et relocaliser l'industrie et la production, ça permet aussi justement de recentrer la production dans des pays dont le mix énergétique, les normes environnementales et les normes sociales sont bien plus strictes, et ce qui permet donc à la fois d'avoir de la traçabilité et de garantir des conditions environnementales et sociales de production bien meilleures. Comment vous définiriez, vous, aujourd'hui, un vêtement éco-responsable ? Honnêtement, c'est un vêtement qui n'existe pas. En tout cas, qui n'est pas acheté. C'est un vêtement à la limite qui existe déjà, et encore, la plupart des vêtements qui existent déjà sont faits à partir de fibres synthétiques, donc qui ne vont pas se désagréger avec le temps. Pour moi, et qu'on ne peut pas recycler. Et qu'on peut très difficilement très mal. Très difficilement. Les fibres recyclées aujourd'hui sont de très piètre qualité. Même si des recherches sont faites, je ne pense pas que la solution soit là-dedans. En tout cas, au long terme, je pense qu'il faut vraiment réduire les volumes de production. Le vêtement responsable, aujourd'hui, il est réparé, il dure extrêmement longtemps. Pour moi, il est en 100% fibre naturelle. Il est monomatière, parce que le monomatière est beaucoup plus simplement recyclable. Il est teint avec de la teinture naturelle, qui n'a pas d'impact
sur l'eau, que ce soit lors de la production, mais aussi pendant les lavages. Les lavages, ouais. Voilà, il y a un tas de conditions à remplir. Mais de manière générale, il faut juste baisser sa consommation. Sa consommation. Bon, on l'avait déjà entendu avec le témoignage de Paul-Henri il y a quelques instants. Je le disais tout à l'heure, comme vous, 4 autres éco-aventuriers ont rejoint l'aventure Sport Planète Maïf. Vous vous êtes rencontrés début février à Niort et Lucien Jahan était là avec vous. Il nous emmène dans les coulisses de cette première rencontre reportage. C'est une belle aventure qui commence pour vous, c'est génial. En septembre, un appel à projet a été lancé pour sélectionner la promotion 2024. Parmi les nombreux dossiers reçus, seuls 5 ont été retenus. L'apiculteur Alban Mozac, la grimpeuse Nolwenn Berthier, la championne de wingfoil Flora Arsner, le randonneur Florian Fiquet et la cycliste Vorlette Fakri. Ce qu'on attendait, ce sont des gens qui déjà sont convaincus. Pour autant, il faut aussi que ce soit des gens qui sachent parler aux autres, vraiment d'aller porter des messages, essayer de faire grandir les autres personnes, la population. Lors de cette journée de rencontre organisée dans les locaux de Maïf, chacun d'entre eux a présenté son éco-aventure à l'ensemble du groupe. Je vais marcher de ouest en est sur 300 km. Mon éco-aventure, elle va consister à marcher en fait dans les Pyrénées pour rejoindre les glaciers des Pyrénées à pied. Et je prends justement cette thématique-là des glaciers pyrénéens pour alerter sur le réchauffement climatique en France. L'objectif de mon éco-aventure, c'est vraiment de donner une voix à la nature, donc associer une voie d'escalade à un message que la nature pourrait nous partager, dans l'objectif de renverser un peu notre relation à la nature en tant que sportif outdoor. 5 profils bien différents, mais réunis pour une cause commune, la préservation de la planète. Nous, on est contents, on trouve qu'on a fait une super bonne sélection. C'est que des profils qui ont l'air incroyables. Je suis très contente parce que je sens qu'il y a plein de synergies qui peuvent être faites entre nous. Je me réjouis de suivre les aventures des autres et aussi qu'on soit une petite équipe, un petit groupe d'amis et puis voilà que ça peut créer aussi des bonnes amitiés, des bonnes relations, quoi. Donc c'est cool pour le futur aussi, quoi. L'après-midi, la nouvelle promo n'a pas fait de pause, mais a plutôt pris la pause. Au programme, une séance photo avec un objet qui caractérise leur éco-aventure. C'est bien connu, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Au cours de l'année 2024, la nouvelle promo va effectuer une éco-aventure commune. Après quelques heures de réflexion et de débat, un projet se dessine. Une éco-aventure de 5 jours dans les Vosges avec un défi par jour à réaliser. Je pense que c'est super de vivre des aventures humaines et que là c'est le cas. Et ensuite il y a toute une intelligence collective là en groupe qui émerge de ça, où on est tous fondamentalement traversés par ces enjeux environnementaux. On est convaincus qu'il faut agir rapidement pour la planète. J'ai hâte de pouvoir la vivre en vrai. Flora Arsner a hâte, vous aussi, Vorlette, de vivre cette aventure en commun? C'est ça, moi j'ai vraiment hâte. Ça va être super, c'est vraiment une belle occasion de rencontrer ces personnes, de vivre ça ensemble, de se sentir unis, de pouvoir créer des synergies et d'être accompagnés également. C'est ce que vous attendez finalement de cette équipe Maïf, c'est de ne pas avancer toute seule dans votre aventure à vous? Oui, voilà, vraiment de se sentir entouré, de pouvoir partager, discuter, monter peut-être des projets ensemble également, et de se sentir accompagné donc, par l'équipe Maïf et le mouvement, de pouvoir s'appuyer sur tout le réseau de partenaires français, c'est extrêmement riche. Et vous serez, je crois, présente aux États généraux Sport Planète le 19 mars prochain rendez-vous pour vous. À Lyon, voilà. Exactement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé cette prochaine éco-aventure. On va vous donner maintenant, et vous en avez l'habitude dans Sport Planète, quelques infos en bref. Le 10 novembre prochain, 44 bateaux s'élanceront des Sables d'Olonne pour la 10e édition du Vendée Globe. La célèbre course autour du monde a dévoilé début février ses 10 engagements pour la planète. Objectif numéro 1, minimiser l'empreinte carbone de l'événement, notamment celle des visiteurs sur le village avec une offre de TGV renforcée et des billets de TER à 5 €. Les skippers également seront mobilisés. En partenariat avec l'UNESCO, tous les bateaux volontaires seront équipés de capteurs météo embarqués pour recueillir des données scientifiques.
Une date à noter sur vos agendas, amis bordelais, la traversée de Bordeaux à la nage, c'est le 16 juin prochain. 500 participants répartis en 4 vagues selon leur niveau vont s'élancer sur une distance de 1700 mètres. À l'occasion de cette 16e édition, l'objectif est de devenir la première course sportive française compensée carbone, avec pour cela des mesures concrètes annoncées, la collecte, le recyclage des déchets, l'utilisation de matériaux durables et biodégradables, le transport des participants en bus et navettes électriques et une compensation des émissions carbone inévitable. Et on vous en parlait dans le dernier numéro de Sport Planète. 6 grandes championnes sont devenues capitaines du mouvement fédéré par Maïf pour leur premier rassemblement. Elles ont notamment planté des arbres sur le site prestigieux du Golfe National à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous propose d'écouter Sandrine Gruda, Charlotte Bonnet et Mélina Robert-Michon. Elles nous racontent ce que représente pour elles cet engagement. Cette expérience de planter des arbres, ça me plaît. Moi qui suis fille des paysans, les mains dans la terre, ça me va bien. Et puis c'est du concret, donc ça fait du bien aussi. La team Capitaine Sport Planète, je trouve que c'est la classe parce qu'on est 7 filles capitaines dans notre sport respectif. On est unis aujourd'hui pour la bonne cause. Et ouais, franchement, c'est cool d'œuvrer pour l'environnement et de faire ça tout ensemble. J'aime la nature, donc être au contact de la terre, c'est un régal. Et deuxièmement, on était entouré d'enfants. Donc quoi demander de mieux que justement être d'emblée dans la transmission, dans un moment de partage. Et on a aussi quelques chances de médaille au prochain jeu avec ces capitaines Sport Planète. Je vous parlais de voile il y a quelques instants, et bien on va y revenir maintenant avec notre éco-aventurier du mois. Et il est en pleine préparation d'une prochaine mission sous-marine en Méditerranée menée avec Under the Pole. C'est pour cela qu'il est avec nous aujourd'hui à distance. Roland Jourdain, bonjour, merci beaucoup d'être là quand même avec nous, attentif à cette émission depuis le début. Roland Jourdain qui est notamment double vainqueur de la Route du Rhum. Cette carrière de skipper, Roland, elle a été riche de victoires, de belles expériences avant que finalement la conscience, la responsabilité prennent le pas sur l'envie de performance. Dites-nous un petit peu, rappelez-nous à quel moment, Roland, ça a basculé pour vous. Alors, on a combien de temps? Bonjour d'abord. Le chemin, on va dire que le chemin a commencé à l'origine. Je pense que je suis parti dans ce monde de la compétition parce que j'aimais les grands espaces, parce qu'il me fallait du vert, il me fallait du bleu, et courir sur l'océan, c'était une belle façon de voyager. Et la compétition, finalement, c'était un moyen plus qu'un but de sortir ce que j'avais en moi et puis d'aller me confronter aux éléments. Donc ça a duré, et le questionnement est arrivé dans le milieu des années 2000, en fait. J'enchaînais pas mal de Vendée Globe, de Route du Rhum, de Jacques Vabre, enfin pas mal de circuits de offshore. Je ne sais pas si c'est l'accélération de nos bateaux, je ne sais pas si c'est l'augmentation du trafic maritime au large. C'est 90% de notre commerce, dont les vêtements, vous en avez beaucoup parlé, qui transitent par les océans. Est-ce que ce sont mes enfants qui grandissaient? Enfin, tout ça a fait que j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact de ma passion sur ma planète. Qu'est-ce que ça voulait dire? Peut-être aussi parce que l'accélération de nos bateaux fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder vers l'avant. On regarde vers l'arrière et on regarde ce sillage, en fait, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de mer, on est obligé de se protéger. Et finalement, ce questionnement, il a ramené ce sillage à la terre. Et donc, c'est comme ça que les questions sont venues, et les premières actions, entre guillemets, ont été d'essayer de comprendre. Et c'est comme ça qu'on a été la première écurie de course au large à faire notre bilan carbone en 2009, en fait, sur combien coûtait un Vendée Globe à la planète, c'était combien un petit tour du monde illustré. Et ensuite, on est parti dans l'action. Alors, notamment l'action à partir de 2013, avec ce fonds de dotation We Explore que vous avez créé un peu comme un pionnier finalement, parce que 2009, premier bilan carbone, c'était quand même très en avance. We Explore, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif? Alors, We Explore, en fait, c'est la conjonction d'un chemin professionnel, parce que notre entreprise Kairos, qui était uniquement dédiée à la course au large, en fait, et à la performance sportive et la performance vitesse, on a fait un premier virement de bord, et notre bureau d'études est devenu spécialiste de
performance environnementale au travers des biomatériaux. Et la fibre de lin, vous parliez de fibre de naturel tout à l'heure, donc cela, on a le meilleur lin du monde en France. Et on peut en faire du tissu pour remplacer la fibre de verre qui construit nos bateaux, dont We Explore est un exemple le plus grand aujourd'hui qui existe, puisqu'on a à peu près 1,5 hectare de lin sur ce bateau. Et puis en fait, le fonds de dotation Explore qu'on a créé, alors qui est un fonds dans l'intérêt général, hein, c'est pour aider le plus grand nombre à vivre une exploration qui me semble évidente aujourd'hui. Et c'est peut-être à force de tourner autour du monde, on se rend compte que la planète, avec l'accélération de nos bateaux, elle rétrécit. L'équipage sur cette planète, il s'agrandit et que les ressources dans lesquelles elles diminuent. Donc sur un bateau, ça ne marche pas. Sur notre planète, ça ne marchera pas non plus. Alors We Explore, en fait, est la conjonction de tout ça. C'est un laboratoire technique sur des matériaux moins impactants. Et c'est l'idée aussi d'ensemble de travailler sur ce qui nous est essentiel, c'est ce monde du vivant qui nous entoure. On fait entièrement partie de la biodiversité, on ne la domine pas, mais on a besoin de s'y reconnecter, de la connaître pour mieux la protéger et la régénérer. Donc c'est une des parties des actions du fonds Explore, tout en changeant, et vous en avez parlé lors de cette émission, tout en changeant nos comportements. Il faut qu'on fasse différemment, il faut qu'on fasse mieux avec moins. Alors c'est une sobriété qu'on sait vivre pendant les courses au large, hein, parce qu'on n'embarque pas grand-chose avec nous. Mais justement, ce principe-là, il faut l'amener au plus grand nombre. Donc We Explore embarque un petit peu tout ça. Racontez-nous un petit peu l'expérience à bord de We Explore sur cette dernière route du Rhum avec ce bateau qui est composé à 50% de fibres de lin. À ce moment-là, quand on prend le départ, est-ce qu'il y a encore une envie de performer ou est-ce que justement le message finalement est plus fort en prenant la barre de ce bateau ? Oui, c'est exactement le sujet et je m'estime être vraiment un vrai exemple, un vrai cobaye, en tout cas un vrai homo sapiens du XXe siècle qui est convaincu de sa transformation, de la transformation, qu'il faut changer les choses. Et puis vous me redonnez une ligne de départ, et je suis en pleine dissonance cognitive. Je ne pense qu'à arriver le premier de l'autre côté, à tel point que j'ai même volé le départ de la route du Rhum, j'ai même passé la ligne en avance. Mais c'est n'importe quoi en fait. Et j'étais là pour raconter une autre histoire autour de cette performance environnementale. Je crois que la réussite d'un projet, c'est quand tous les acteurs du projet sont heureux. Donc, quel sens y a-t-il à gagner la coupe aujourd'hui si on ne se préoccupe pas de ce qu'on laisse sur le bord de la route ? Alors c'est facile à dire, et moi pendant ces 15 jours, alors je me suis régalé sur We Explore, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, mais quand même avec cette musique de fond qui m'a alimenté pendant plus de 40 ans, c'est qu'un bateau, il faut que ça marche vite, si les copains reviennent, il faut se dépêcher à accélérer encore, etc. etc. Donc ça c'est humain, on va dire. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la course au large ? On voit que souvent elle est un territoire d'innovation incroyable. Néanmoins, on a encore énormément de carbone et de matières pas très chouettes pour la planète. Oui, je crois qu'on vit tous ensemble dans le milieu et tous les milieux sportifs et tous les milieux et toutes nos activités. On vit effectivement cette dissonance. On est dans le monde de la course au large hyper compétent. On est très très bon dans la bio-inspiration, puisque en termes d'aérodynamisme, d'hydrodynamisme, de structure, on essaye de ressembler à ce que le monde du vivant fait autour de nous. Mais il faut le dire, on est très nul en termes d'économie circulaire, en termes de recyclage, en termes de laisser propre derrière nous. Ce qui me pousse, moi, à me poser la question du sens de l'accélération. Est-ce que la compétition doit être liée absolument à une recherche de performance pour aller plus vite ? Et on a vécu le cas en concret dans le dernier Vendée Globe en 2020, puisque c'était le Vendée Globe de tous les superlatifs, jamais eu autant de bateaux neufs, un succès médiatique énorme, un succès sportif terrible, parce qu'on a eu beaucoup de suspense, c'était vraiment merveilleux à suivre. Qu'est-ce qu'on a eu en moins ? On a eu en moins la vitesse. On est revenu aux vitesses de 2008, 12 ans en arrière. Et on avait une vraie preuve concrète qu'il n'y a aucune corrélation entre l'accélération et le succès d'une épreuve. Et je pense que cet exercice collectif, il va falloir le mettre sur la table avec l'ensemble des acteurs, ce qui est compliqué puisque ce sport s'est professionnalisé. Ça fait 40 ans quand on a commencé tout ça, enfin il y a des pionniers, mais ma génération a damé un petit peu plus de terrain. Ça a donné des performances excellentes dans le domaine de la conception, de la construction.
Mais en termes d'ingénierie environnementale et de connaissance du milieu, il faut dire qu'on est nul, comme dans tous les autres domaines. Donc tout reste à faire. Tout reste à faire, mais il y a quand même déjà des petites avancées, des petits progrès. Une dernière question, Roland, sur cette expédition Deep Life avec Under the Pole, expédition sous-marine à laquelle va se joindre justement We Explore en Méditerranée, au large de la Grèce. C'est quoi rapidement le programme de cette expédition prochaine ? Alors Under the Pole, donc, avec qui on collabore depuis plus de 10 ans, depuis la création du fonds Explore, entame une année méditerranéenne autour de ce qu'on appelle la zone mésophotique. Donc c'est la zone à peu près entre 50 mètres de profondeur et 200 mètres de profondeur, là où passe le soleil complètement jusqu'à la nuit totale. C'est une bande, alors sur la surface de la planète, mais là particulièrement cette année en Méditerranée, parce qu'il y a de la vie, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a ces forêts sous-marines. On ne connaît absolument rien ou quasi rien, puisque la surface est connue jusqu'à 40 mètres environ, c'est facile de plonger. Les fonds marins commencent à être connus grâce aux sous-marins et aux robots. Et donc, on va aider Under the Pole, qui a beaucoup de succès dans ses expéditions, où ça en support logistique et scientifique, pour aller en particulier chercher un corail noir qui a été repéré là par des pêcheurs grecs et quelques autres découvertes qu'il reste à faire. Et là, je laisserai les plongeurs et les scientifiques parler à ma place. Et on retournera en Méditerranée en septembre avec François Sarano et les équipes de l'Université de Toulon pour identifier les cachalots méditerranéens, des cachalots qu'on reste écouter pendant des jours et des jours, puisqu'ils parlent, ces cachalots. Et en fait, voilà, c'est redécouvrir pour moi un monde, c'est une ode au ralentissement quelque part, et rendre hommage à ces habitants de la planète bleue qui sont près de nous et que j'ai, comme beaucoup d'autres, survolé un peu trop vite en oubliant de les regarder. Ouais, merci Roland pour ce témoignage. On n'oublie pas l'autre actualité du moment qui est la naissance le livre qui raconte la naissance de We Explore. Ça s'appelle Heureux qui comme explore et ça sort en ce moment. C'est un recueil de 10 contes tout public, voilà, que vous pouvez trouver actuellement dans toutes les meilleures librairies évidemment. On va tenter un truc, Roland Jourdain. Normalement cette émission se termine par un quiz. Moi je me dis qu'il n'y a pas de raison que vous y échappiez, donc on vous garde en visio. Vous êtes en compétition, si on peut dire, avec nos deux invités sur le plateau. Et on va lancer donc notre Écolo Quiz. Alors, le plus rapide marque un point, vous aurez compris, avec une bonne réponse, évidemment. Première question, combien faut-il de litres d'eau par jour pour arroser le stade Vélodrome de Marseille ? Alors, un petit indice, c'est beaucoup. Beaucoup de litres d'eau par jour. 5000 c'est pas assez. Je dirais 10, moi. Ouais, encore, faut multiplier encore, Roland. Ah oui, plus. 20 000. Entre 25 et 30 000 litres d'eau pour arroser ce terrain de 800 mètres carrés chaque jour. Voilà, c'est un peu beaucoup, effectivement, pour un terrain de sport. Là, on va voir si vous avez l'agenda à jour. Quelle célèbre course éco-responsable aura lieu les 14, 15 et 16 mars prochains à Paris ? On vous en a déjà parlé dans cette émission. Course éco-responsable. Commence par éco. Éco-trail. L'éco-trail, voilà, l'éco-trail de Paris. Vous vous souvenez, on vous avait parlé de cette course qui avait arrêté le t-shirt finisher en 2021. Ça aussi, c'est pas mal pour la planète. Eh bien, il y a une lutte contre les déchets, les gourdes individuelles qui sont obligatoires, un important tri aussi de déchets. Voilà, l'éco-trail de Paris qui continue dans cette démarche que l'on peut d'ailleurs très chaleureusement féliciter. Durant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, 3,6 millions de tonnes de CO2 ont été émises. Vrai ou faux ? 3,6 millions de tonnes de CO2 émises pendant la Coupe du Monde au Qatar. C'est vrai, c'est faux, c'est plus, c'est moins ?
Je dirais vrai, c'est beaucoup, mais c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas encore assez. Et non, c'est Greenly, une société spécialisée dans les bilans carbone, qui a étudié la Coupe du Monde et ce serait le double, entre 6 et 7 millions, soit l'équivalent de ce qu'émettent 800 000 Français pendant un an. Coupe du Monde au Qatar, ça a duré un mois, vous le savez. Et puis on va terminer avec cette dernière question. L'année 2023 a été la plus chaude enregistrée depuis 1850. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il me semble que oui. Ouais, c'est vrai, vous êtes unanime là-dessus. Effectivement, l'an dernier a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Température moyenne mondiale a atteint 14,98 degrés. C'est 0,17 degrés de plus que la valeur annuelle de 2016 qui était le précédent record. Voilà, le réchauffement climatique est là dans les faits et dans les chiffres. C'est pas sur cette très bonne nouvelle que l'on va se quitter aujourd'hui, mais vous avez entendu dans cette émission un certain nombre d'initiatives, d'engagements, d'actions pour faire avancer la cause. On remercie Roland Jourdain d'avoir été avec nous à distance. Merci beaucoup Bilou d'avoir été là aujourd'hui, ainsi qu'à Paul-Henri Mathieu et à Vorlet Fakri. Belle éco-aventure et puis un très très bon lancement pour Franc Jeu. Et nous on se retrouve très bientôt dans Sport Planète. Très bonne fin de journée.